Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui dans le cadre de notre Global Cause Day Education for All. Ici à mes côtés, des invités qui agissent tous pour le futur qui nous appartient à tous, n'est-ce pas? Manar, bonjour. Manar Moitab, vous êtes sophrologue depuis 6 ans maintenant. Vous êtes aussi coach PNL, alors un terme un petit peu barbare, hein, n'est-ce pas? Dont vous allez nous parler plus longuement tout à l'heure. Manar, je crois que vous avez rejoint Cannes depuis à peu près un an et demi. Ouais. Un an et demi. Un an et demi, oui, maintenant. Ouais. Vous vous plaisez à Cannes, tout va bien? Ah, carrément. En face de nous, nous avons Jean-François Fournier. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, vous êtes photographe sportif, mais vous êtes aussi très actif à côté d'une ONG, entre autres, vous nous parlerez des autres, fondée par Roger Federer, Imbewu, qui agit grâce au sport. Et on essaye avec le sport, justement, d'apprendre aux enfants à peut-être se... Comment dire, agrandir. À travers le sport. Pour la nouvelle Afrique du Sud. En Afrique du Sud. C'est bien, comme ça nous allons avoir un peu tous les continents ici représentés. À mes côtés, Marco Nicoletti. Marco Nicoletti, vous êtes réalisateur et scénariste. Ouais. Le projet que vous avez, l'idée géniale, ce projet, c'est Rio Camera Kids. Je crois que vous donnez le moyen à des enfants de se filmer, vous la reprenez à se filmer et à travers le regard qu'ils vont porter sur eux, ça va les aider à sortir des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, puisque c'est des enfants qui vivent dans les favelas de Rio, une favela pacifiée de Rio, n'est-ce pas? Oui, enfin, se filmer, plutôt à filmer des histoires. À filmer des histoires. Pas juste se filmer physiquement, mais interpréter leur vie. Voilà. C'est ce dont on va parler juste après. D'accord. Ici même à mes côtés, Georges Boulet. Bonjour Georges. Bonjour. Alors Georges, vous multipliez aussi les casquettes. Vous êtes tout d'abord chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé. Oui. À côté de ça, vous avez fondé une ONG qui s'appelle Ascovim. Oui. Avec cette ONG, vous faites des choses merveilleuses. Vous allez notamment dans les campagnes reculées d'Afrique et vous apportez des soins médicaux aux gens qui n'en ont pas. Il n'y a pas d'hôpital dans ces campagnes. Et à côté de ça, vous êtes obsédé par l'éducation, je crois qu'on peut le dire. C'est vraiment une obsession chez vous, n'est-ce pas, Georges? Positive. Une obsession positive, évidemment. Vous arrivez tout juste hier, je crois même que vous étiez en campagne justement le week-end dernier. Oui, les week-ends. C'est une activité qui se tient tous les week-ends. Donc, après la campagne, je suis arrivé ici. Ça va, vous êtes quand même en forme. C'est un grand contraste entre un village le samedi soir et puis dimanche à Cannes. Bon. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais on va justement avoir le plaisir de regarder un film qui a été tourné par les équipes d'Oriou sur votre travail. Je voulais que nous le regardions tous ensemble, comme ça nous permettra de rentrer dans notre sujet. Merci. Et puis on va voir Georges Boulet en action du coup au Cameroun. Merci. Avec son association Ascovim. Merci. Je suis un fonctionnaire camerounais, donc je travaille pour l'État. C'est pendant les heures où je ne bosse pas pour l'État que j'essaie de fabriquer de l'argent pour les campagnes. Ce qui fait que ma charge de travail du soir et de la nuit est très élevée. Je bosse parfois jusqu'à 1h du matin et je commence la plupart du temps 5h30, 6h. Au début, je finançais seul 100%, mais j'avoue aussi que les charges n'étaient pas aussi élevées que maintenant. Maintenant, les aides aussi arrivent. Vous voyez, ça, ce sont des gants. On va les utiliser à la campagne de Mwanko. Et ici, ce sont les compresses. Et chaque fois que vous apportez rien que ça, comme compresse, c'est utile parce que vous allez voir qu'à Mwanko, parfois on va se retrouver dans des situations où c'est en absence de ce tas de compresses-ci qu'on arrête les interventions. Qu'on dit on ne perd plus. Et qu'on fait avec une personne qui est venue avec espoir rentre très malheureuse. Ça va? Non, maman ne peut pas venir ici maintenant. En week-end, je vais avec un groupe d'amis volontaires pour apporter des soins de santé spécialisés et pour apporter du sourire à des populations pauvres des villages enclavés de mon pays.
à des populations nécessiteuses. Les dentistes seront là-bas. Pharmacie. Labo. Consulte totale. Ophtalmo. Chirurgie à l'hôpital. Il a été demandé à chaque citoyen, chaque être de la place de passer ici pour se faire consulter. Nous avons plus de 800 personnes qui sont déjà inscrites sur les listes. Maman, papa et mes frères. Donc les enfants là vont recevoir les cahiers pour continuer l'école et pour être meilleurs que les ministres, les médecins, les avocats, tout ça, vous comprenez? La consultation se passe de l'autre côté. Hein? Là, il y a l'école. Quand l'équipe là vous prend, on va vous amener devant un box de consultation. On peut faire le test du VIH, on peut faire le test de l'hépatite B, de l'hépatite C, la glycémie à jeun, on fait la biochimie urinaire. Et voilà ce qu'on peut faire pour l'instant. Je suis celui qui recrute tous les cas de chirurgie, qui essaie de les organiser. Donc là, nous avons recruté 41 malades, ce qui est énorme. Nous allons commencer cet après-midi et poursuivre toute la nuit. C'est une population essentiellement agricole, donc c'est des cultivateurs qui travaillent dur à longueur de journée alors qu'ils développent des hernies de faiblesse. Et maintenant, à côté, on a d'autres pathologies rares. L'un des cas relevés ici, c'est une fillette de 15 ans qui a ce qu'on appelle une fistule, ce qui fait que les selles sortent par la cavité vaginale. Donc nous nous proposons de réparer cette communication-là, de la faire disparaître. Moi, j'ai bouclé ma boucle. Tu as pointé ta pointe? J'ai pointé ma pointe. Tu as fini la fin. J'ai fini la fin. Ça, c'est la xylocaïne. C'est ça qui nous permet d'opérer tous les enfants. C'est l'anesthésie locale. Il y a encore peut-être une dizaine de malades dehors, mais il n'y a plus ça. Ça doit être le dernier. Je doute fort qu'on puisse continuer. Je crois qu'on va s'arrêter. Je suis très heureuse. Ce que je vais dire au docteur, c'est juste merci. Merci beaucoup. C'est ce que je peux vraiment lui dire. Un grand merci. Nous l'avons ramenée à Yaoundé pour un meilleur suivi. Lorsque j'ai vu le sourire que cette fille avait, j'ai su que j'irai encore en campagne
pour plus de 10 ans. C'est ça la valeur de ce sourire, de quelqu'un qui a souffert autant et qui, en un week-end, le temps d'un week-end, a retrouvé goût à la vie. Et ce genre d'histoire, c'est ce que nous vivons toutes les semaines dans ces villages. Georges, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce film, là, maintenant? Beaucoup d'émotions et je félicite d'abord Orio pour ça, la qualité est superbe et ça relate exactement tout ce qu'on fait tous les week-ends. Donc, Est-ce que moi je suis assez curieuse de savoir cette jeune femme qui est un petit peu le personnage du film, qui a une fistule, est-ce que vous avez un suivi après des gens? Est-ce qu'aujourd'hui vous savez comment elle vit Alors c'est une jeune fille qui avait 15 ans et qui avait une malformation congénitale, comme on l'a dit dans le film. Et depuis sa naissance, ses selles lui échappaient par le vagin. Donc quand on l'a rencontrée, on l'a opérée au village, certes, et après on l'a récupérée à l'hôpital à Yaoundé, dans mon service. Et je l'ai suivie pendant 10 jours. Et après, elle était en classe de 3e. Mais ce qui m'a plu, c'est que 3 jours après l'intervention, elle m'a dit pour la première fois de sa vie, elle sentait le besoin d'aller à la selle. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il a fallu attendre 15 ans pour qu'elle fasse ça, pour qu'elle le ressente. Et c'était une jeune fille qui était en classe de 3e. Elle a donc réussi à son examen, le BEPC. Et aujourd'hui, c'est une fille qui va présenter, je crois l'année prochaine, son bac. Elle est très brillante. Voilà, on a toujours un petit suivi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque justement pour encore plus pouvoir aider, grâce à Ascovim quand même, les enfants parce que là, on parle beaucoup du coup de médecine, enfin en tout cas c'est la médecine, même si grâce à la médecine, ça lui a permis justement, comme vous le dites, d'aller plus loin dans ses études. Par rapport aux enfants, est-ce que c'est des moyens financiers qui manquent? Est-ce que c'est des moyens matériaux qui vous manquent? On le voit dans le film, vous le dites, on n'a plus l'anesthésiant et à cause de ça, on ne peut plus faire de chirurgie. Alors, comment on fait? Avant de répondre directement à la question, je voulais dire que moi-même, je n'utilise que la médecine comme une stratégie. En fait, la plus grande idée, c'est de faire que les enfants aillent à l'école. Parce que c'est grâce à l'éducation que nous pouvons progresser. Ce que je fais, c'est parce que je suis allé à l'école. Et je me dis, s'il y a plusieurs enfants qui iront à l'école, dans les domaines divers, alors les pays comme les nôtres pourront un peu avancer. Donc, la médecine, c'est le moyen pour que les gens écoutent ce message. Donc, voilà ce qu'on fait. Il nous manque toujours les moyens. C'est toujours les moyens. Comme on l'a dit dans le film, parfois il manque 2 ou 3 choses. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir qu'un crayon, une gomme, un cahier, ça aidera toujours un enfant quelque part dans le monde. Et j'ai mis à côté les conditions. Parce que certes, on doit enseigner dans une belle salle de classe avec des tables bancs adéquats, mais si on ne les a pas, on ne va pas attendre. Il vaudrait mieux former l'esprit et je pense qu'on gagnerait plus. Même si les conditions viendront plus tard, il vaudrait mieux former l'esprit. C'est pour ça qu'on y va. Peu importe les conditions, mais les moyens que nous avons, nous les utilisons à cet effet. D'accord. Du coup, Manar, peut-être que vous pouvez nous parler justement de votre travail, parce que là, on parle des conditions qui sont évidemment essentielles. Quand on les a, comme en France, et ici à Cannes, dans les écoles dans lesquelles vous intervenez, dans les établissements scolaires, pour vous, justement, quelle est l'importance d'agir? Expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est coach PNL. Je pense que tout le monde a besoin d'une petite éclaircie là-dessus. Coach PNL, en fait, c'est du développement personnel. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une méthode de coaching et de communication. Surtout, moi, je l'utilise à l'école via mes ateliers en fait, que je fais en périscolaire. Mais je ne leur dis pas je vous fais de la PNL. En fait, j'utilise mes outils moi-même pour être en lien avec les enfants, pour gagner leur confiance, pour leur expliquer, pour les aider à gérer les conflits. Et justement, excusez-moi Manar, parce que du coup, j'ai pas bien encore saisi, je pense que nos invités peut-être pas non plus. C'est-à-dire, ça veut dire que vous organisez des ateliers au sein des écoles, donc périscolaires, après les horaires fixes de l'école, et ces ateliers sont destinés aux enfants, c'est ça? C'est ça.
Et Oui, dans voilà. ces ateliers, En fait, alors qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Donc mon métier de base, c'est sophrologue et coach PNL. Donc vous vouliez que j'explique la PNL, c'est quoi? C'est juste un outil en fait. Mais moi, j'ai été embauchée par la mairie de Cannes pour intervenir auprès des enfants sur le temps périscolaire pour les nouveaux rythmes scolaires en fait. C'est-à-dire on prend en charge les enfants de 15h30 à 17h30 et on propose des ateliers. Moi, en l'occurrence, je propose des ateliers de relaxation, dits de relaxation, mais je fais tout plein d'ateliers différents en fonction des enfants et en fonction des besoins. Je passe par la relaxation, des fois des ateliers communication, gestion de conflits. Je permets aux enfants de gérer les conflits qu'il peut y avoir dans la cour de récréation, par exemple. J'ai même accompagné un groupe d'enfants en CM2, un groupe qui était très fusionnel, de 8 garçons, que j'ai accompagné sur 3 mois pour les préparer au collège, par exemple, pour la transition. J'ai accompagné aussi des enfants dans la gestion du stress et la prise de parole dans un atelier théâtre. Donc j'ai co-animé avec une animatrice théâtre, pareil 3 mois dans une autre école pour la prise de parole, la confiance en soi, l'expression. C'est ça le cœur en fait. De voilà, votre travail. mais pas que en fait. La confiance en soi, gagner de la confiance. Pas que la connaissance de soi aussi. En fait, je passe tout départ, je passe par la gestion du stress en fait. Pour amener les enfants vers moi, parce qu'en fait, ils ont le choix de venir ou pas venir à mes ateliers. On est plusieurs à proposer des ateliers. Vous allez avoir des ateliers sportifs, culturels, musique. Moi, je vais venir, je vais leur proposer de la relaxation. Ils ne veulent pas venir se relaxer après l'école. Oui. Non, donc je vais devoir, en fait, j'ai 15 jours pour m'acclimater avec les enfants, gagner leur confiance, faire ami-ami avec et leur dire mais en fait, vous n'allez pas venir dormir parce que certains enfants pensent qu'ils vont venir dormir dans mes ateliers, faire la sieste. Non, je leur explique que c'est ludique, que ça va leur apporter de la force, de la confiance et beaucoup d'amis. Donc je fais au mieux que je peux dans la cour de récréation pendant 15 jours et au final, je constitue un groupe d'enfants qui choisissent par eux-mêmes. Donc je suis contente à chaque fois quand mes groupes s'agrandissent pour venir à mes ateliers où on va faire du ludique, par exemple du yoga du rire. Ça peut être de la relaxation dynamique de sophrologie, c'est-à-dire debout à relâcher les tensions des épaules après les cours, à exprimer la colère quand on a eu la frustration dans la journée. Donc on passe par la gestion d'abord du stress. Oui. Est-ce que vous avez un retour des professeurs justement? Est-ce qu'il y a un impact positif? Est-ce qu'eux ils le sentent? On sait que des enfants dans une salle de classe c'est compliqué, il y en a beaucoup, les profs c'est dur aussi pour eux. Est-ce qu'ils ressentent l'effet positif de votre travail? C'est très compliqué parce qu'en fait je ne vois pas directement les parents et je ne vois pas non plus forcément les enseignants. Il y a des ajustements à trouver alors quand même. Oui, et puis au début je dis je brasse du vent, j'ai pas de retour. Les enfants ils sont contents de venir parce qu'ils m'aiment bien, je sens qu'ils viennent parce que voilà, il y a un lien positif, affectif aussi. Ouais. Il y a quelque chose de sympathique qui se passe entre nous, mais ils vont pas me dire oui super j'ai gagné confiance en moi, pas au départ. Les 3 premiers mois je dis je fais quoi ici? Et je me suis reliée à ma valeur de contribution auprès de l'enfant et l'éducation ça me tient à cœur. J'ai moi-même 4 enfants, je vois ce que ça apporte à mes enfants, je vois l'épanouissement en fait qu'il peut y avoir en fait chez l'enfant d'être lui-même. J'ai dit je peux apporter à plus large, j'ai 4, donc je peux élargir à plus que 4. J'ai la capacité de faire ça. Jusqu'à un jour où une enseignante avait sa fille dans mes groupes et elle vient me voir parce que j'étais lui dire au revoir. Je lui dis au revoir, voilà, je quitte l'école, je pars à une autre école. Elle me dit mais oui c'est donc vous la sophrologue parce qu'il y a eu une métamorphose chez nous le soir à la maison. Ma fille grâce à vos enseignements a créé une atmosphère à la maison, on est posé, on parle doucement. Bref, elle m'a dit ce qu'il fallait que j'entende avant que je reparte pour une autre aventure dans une autre école. Mais si j'avais peut-être pas été chercher cette reconnaissance peut-être, mais une motivation supplémentaire pour continuer. C'est la petite étincelle qui fait Mais voilà, continuer. l'enseignante, du coup, elle m'a dit si on pouvait se voir. C'est vrai que ça fait 1 an, enfin depuis la rentrée que je fais ça. Je compte vraiment continuer pour aller à plus large, à plus grand et plus grande mission. Alors, on voit que les thématiques sont quand même assez différentes dans les pays où on a plus de moyens que dans ceux où on en a moins. Monsieur Nicoletti, alors du coup avec votre projet, Rio Camera Kids, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement vous, à travers ce biais de la caméra, quel est le but et comment vous pensez les aider ces enfants qui sont issus des favelas? Spécifiquement dans la favela Rocinha de Rio, qui était une des favelas les plus importantes du crime organisé, du narcotrafic. Du moment que le gouvernement a chassé, disons pacifié, comme ça on définit, le narcotrafic
de cet espace, j'ai considéré que les gamins qui appartenaient à cette favela, qui avaient toute une culture qui s'était développée aussi avec le fait d'appartenir à une favela, c'est une favela énorme, il y a 500 000 personnes, qui est la favela dangereuse, donc ils avaient une culture aussi de rap, de graffiti, donc j'ai considéré qu'ils avaient aussi un vide identitaire, parce que voilà, il y a un moment donné, ils ne pouvaient pas revendiquer ce fait-là, et en même temps, ils n'avaient pas aucune initiation à l'économie légale. Donc, ayant fait ce type d'expérience ailleurs dans le monde, j'ai pensé que c'était bien de leur enseigner à apprendre à travers l'instrument audiovisuel à s'exprimer créativement, et par ce biais-là à rentrer dans le cercle dans le circuit de l'économie légale, et pas dans l'économie criminelle qui est toujours là autour, enfin proche. Et donc l'idée, c'est de leur apprendre de faire des films de 2-3 minutes au départ, dans lesquels ils donnent leur point de vue ou leur vision de la favela, de leur vie, selon les genres les plus divers, comme la fiction ou le documentaire, ou dans certains cas, ils peuvent faire aussi avec des logiciels très faciles, ça veut dire que physiquement, vous êtes avec eux? Moi, je suis avec eux, je leur enseigne, enfin, je ne sais pas que je leur enseigne, je les aide à découvrir la créativité qu'ils ont et à écrire déjà des histoires, ce qui n'est pas si difficile que ça. Et utiliser ces moyens audiovisuels avec simplicité. Et donc je les aide à choisir des histoires et à les raconter, et après à les monter. Et après, tout ça s'intègre dans un site web que je vais leur laisser, parce que après, l'autosostenibilité de ces projets, c'est ce qui est le plus important. C'est qu'après que moi je suis parti, ils peuvent encore continuer cette Vous voulez les rendre activité. autonomes? Voilà, autonomes, et ils peuvent échanger ces films avec une autre favela, avec même une banlieue d'un autre pays. Et donc, après, l'idée, c'est aussi de faire un documentaire sur tout le processus. À la fin, il y aurait une projection faite dans un théâtre de Rio, où il y aurait le meilleur de ces films qui serait primé. Voilà. Après, selon l'argent que j'arrive à c'est toujours récolter. le problème. Voilà. C'est-à-dire que le projet, je l'avais écrit pour une fondation qui après hésite à mettre de l'argent pour des raisons internes. Donc après, j'ai rencontré l'équipe de Oriou qui m'a dit ce serait bien de le présenter au CIGEF. Au CIGEF à Genève. Je l'ai présenté. Après un site web de crowdfunding, mais dans le social, qui est basé à Londres, m'a contacté. Et ils aiment ce projet. Ils ont dit pourquoi vous ne le présentez pas chez nous, vous ne le lancez pas de notre plateforme, et on ne va pas demander de pourcentage pour ça. Donc je me suis embarqué dans cette histoire assez compliquée, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, le crowdfunding. C'est beaucoup de travail. Et donc du coup, j'ai commencé à faire du marketing, et j'ai commencé à donner des cours même à Paris, dans la banlieue. J'ai donné un cours à Bandiblog, qui est un groupe important dans la banlieue de Paris, qui forme des journalistes. Dans le 93. Et donc, on a fait ça il y a 2 semaines, et ils ont... mais ça, c'est dans un concentré. On a fait ça en 5-6 heures, et on a choisi une petite histoire parmi les 15 personnes. C'était des gens de tous les âges, de 18 ans à 60 ans. Et on a tourné en une demi-heure cette petite scène qui s'intègre à cette histoire, et elle va être mise en ligne. Et ça va aider le crowdfunding comme exemple. Il faut dire qu'à côté de ça, moi j'ai aussi fait des films, à côté des films classiques, dans l'économie classique, disons, et des documentaires.
j'ai fait beaucoup de documentaires sur les enfants de rue, sur les gangs en Amérique centrale. J'ai aussi fait des films de fiction sans argent, avec moi seul à la caméra, parfois une lumière et un micro. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle One Euro Film. Les films à 1 euro. One Euro Film. Et donc, non seulement je leur donne cette méthode, mais c'est un peu le but, c'est d'arriver à faire des films, même longs, sans argent, mais développer ses capacités créatives en même temps. Et, au fond, là-dessus, on rejoint un petit peu le travail de Manar, de manière très différente, mais ça reste quand même cette idée de se découvrir avec un biais là qui est l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'est de se retrouver, de trouver son identité. J'avais déjà travaillé, par exemple, dans une banlieue de Guatemala City, autour des gamins qui travaillaient sur une décharge horrible qu'il y a là-bas. Je leur ai fait faire une photonovela sur leurs histoires. En parlant avec eux, on a trouvé une histoire qui résume toutes les histoires qu'ils vivent habituellement, après très sud-américain, avec la vie, la mort, les fantômes. Et donc on a fait une photonovela et ça leur a donné la capacité de découvrir qu'ils ont une créativité, qu'ils peuvent s'exprimer. Et dans le cas de Rio Camera Kids, ils vont peut-être apprendre des métiers comme journalisme, comme télévision, comme cinéma, comme photographie, et se développer dans ces domaines-là. Oui, dont ils n'auraient pas forcément eu idée avant ça. Voilà, au lieu qu'aller vendre de la cocaïne ou de l'herbe, ou faire autre chose, ou faire des boulots plus passifs, plus... Voilà, c'est ça le... Avec vous, du coup, on est dans le domaine de l'art. Avec vous, on est dans le domaine sportif, Jean-François. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec... Peut-être déjà, comment vous avez rencontré Roger Federer, cette rencontre, comment elle s'est faite La rencontre a été tout à fait fortuite en Afrique du Sud, après une invitation de l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qui m'avait invité dans sa fondation, qui est vraiment dirigée sur tout ce qui est le sida et les femmes et les enfants. J'ai pu rencontrer la famille de Roger Federer à Port-Elizabeth et ils ont, disons, une fondation qui est basée sur le sport et l'éducation. Donc il faut savoir que dans les townships, parce que cette fondation est à New Brighton, à côté de Port-Elizabeth, et cette fondation, comment on dit, est vraiment là, dans un endroit où, comme vous disiez tout à l'heure, dans les favelas, il y a 200 000 ou 300 000 personnes, des enfants qui, du matin au soir, sont en partie à l'école, mais les 3/4 du temps, traînent un peu partout. Donc Roger Federer, qui, dont sa mère est sud-africaine, a vraiment voulu faire quelque chose pour tous ces enfants. Et avec l'aide de Nike, a pu, comme on dit, créer un grand complexe sportif avec un terrain de football, terrain de tennis, et avec un certain nombre de coachs locaux qu'il a formés, qui ont été formés par des Suisses et par beaucoup de volontaires qui, dans le cadre, comme on dit, après universitaire, ces jeunes partaient en Suisse, de Suisse pour l'Afrique du Sud, pour aider justement à créer, comme on dit, cette fondation. Et cette fondation, à un moment, a eu besoin, disons, de pouvoir présenter à tous les bienfaiteurs, à toutes ces personnes qui les encourageaient, on dit un peu le travail qu'ils avaient réalisé. Et donc on m'a demandé d'aller habiter dans le township, de vivre avec les enfants, de vivre dans ces écoles, de pouvoir être 24 heures sur 24 avec eux et de faire un reportage qu'ils ont utilisé. Et là où c'était vraiment important, c'est de faire le lien entre les jeunes enfants de ces écoles et des étudiants qui étaient en Suisse, à l'université de Sierre, qui ont choisi eux-mêmes, c'est pas moi qui ai choisi les photos, ce sont des étudiants qui ont choisi les photos des enfants en rapport avec ce que eux pensent de ce que doivent être la croissance, l'évolution des enfants. Et cette exposition a tourné, comme on dit, commencé en 2008, continue à tourner dans certaines villes en Suisse, parce que, comme on dit, la volonté, c'est de montrer en fait qu'il faut une photo, c'est un instantané, mais quand vous avez une exposition qui représente un peu ce que d'un côté est la misère, de l'autre côté, ce qu'on voit l'évolution des jeunes avec le sport,
Et après, on a en haut, comme on dit, un grand champion, qui est Roger Federer, qui allait régulièrement, puisque cette fondation maintenant est autonome. C'était vraiment l'importance et l'optique de la famille, c'est qu'un jour, ce soit les Sud-Africains qui eux-mêmes puissent gérer leur fondation. Et ça, je pense que c'est un pari gagné. D'accord, très bien. Et justement, Jean-François, est-ce que vous êtes retourné du coup dans ces townships depuis que cette exposition a eu lieu? Moi, j'ai eu l'occasion de retourner lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2010. Et j'ai pu, avec l'équipe suisse, la Nati, qui était, comme on dit, la seule équipe à battre l'Espagne, nous avons pu les accompagner tous les joueurs dans ces townships. Et tous ces enfants, comme on dit, ont pu voir la famille Federer, ont pu voir tous ces joueurs de la Coupe du Monde. Et on dit il y a eu une certaine émulation qui a fait que tous ces enfants ont pu avoir accès à la Coupe du Monde et aller voir certains matchs, ce qui était vraiment, comme on dit, pas tellement facile, puisque la plupart du temps, ça a été un événement fait pour surtout les touristes, les étrangers. Mais tous ces enfants des townships que j'avais vus, qui sont sur les photos, ont pu aller voir leurs grands champions jouer dans les stades. Et ça, je pense que ça fait chaud au cœur. Je pense du coup que c'est d'ailleurs ce qui vous réunit ici tous avec nous, c'est ce que vous voulez chacun faire, c'est apporter de la joie. Vous dans les écoles, vous avec les films, vous avec les photos ici. Bon, Georges aussi, au fond c'est ça l'important, c'est l'éducation, mais c'est aussi le sourire. C'est le titre du film, Ascovim, le sourire c'est la vie. Et c'est ça peut-être le plus important aujourd'hui. Je peux dire une chose, l'important c'est de les rendre autonomes. Bien sûr. Et souvent, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans avec les ONG, et notamment les agences de l'ONU, et je vois que l'erreur est toujours la même, c'est-à-dire ils commencent un projet et après ils s'en vont, ils ont fait leur projet et puis ils partent, ils laissent rien. Et en fait, ça m'est arrivé aussi sur des projets que j'ai initiés, et après, comme il n'y avait plus personne pour les suivre, et il faut leur laisser des instruments, des outils pour eux-mêmes reproduire ça. Et moi, j'ai vu un projet très intéressant, par exemple, à Cordoba, en Argentine, qui m'a inspiré. C'était un projet sur des enfants de rue qui lavaient les vitres au feu rouge. Et cette ONG très intelligente, ils les ont aidés à faire un petit journal. Et ils ne vont plus vendre laver les vitres, mais ils vont vendre le journal au feu rouge. Avec cet argent, ils ont créé un centre avec un petit théâtre qu'ils ont construit. Et ils donnent à manger aux enfants des rues, lesquels deviennent journalistes. Et la chose se développe parce que, justement, l'ONG locale qui les a aidés à créer des structures. Et maintenant, les plus adultes enseignent aux plus jeunes. Et c'est ça qu'il faut. C'est pas juste faire de l'humanitaire comme ça, lancer des grains de riz et puis partir. Ça sert à rien. Manar, je vous vois affirmer depuis tout à l'heure. Sur l'autonomie, c'est vrai, parce que, en fait, pareil, moi, si je viens juste apporter un moment de plaisir aux enfants pour qu'ils se relaxent et qu'après ils se souviennent de rien, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ce qui a de sens, c'est que l'enfant se connaisse, connaisse son identité, connaisse ses valeurs, ses ressources, pour pouvoir ensuite que ses comportements soient alignés avec ses choix et ses choix alignés avec ses valeurs, pour qu'ensuite il soit autonome. Effectivement, la notion d'autonomie, c'est au-delà de la joie en fait. Je pense aussi. Non, j'allais dire, je pense que là-dessus, Georges vous rejoint évidemment. Exactement. Certainement, je pense que l'autonomie c'est la base. Nous, ce que nous faisons, c'est les enfants, il leur manque de moyens. Par exemple, on fait un deal avec les parents. Quand on arrive dans un village et qu'on trouve un parent, et on lui demande, il est très content, et on lui demande, est-ce que tes enfants vont à l'école? Il dit non, mes enfants ne vont pas à l'école parce que j'ai pas de moyens. Et on lui demande pourquoi tu n'as pas de moyens. Je suis un fermier, je suis un agriculteur, mais parce que j'ai une maladie qui m'empêche de travailler la terre, je n'ai pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Et nous, on lui dit, écoute, on te soigne gratuit. Pendant ta convalescence, on donne du matériel scolaire à tes enfants pour que tes enfants puissent te montrer qu'ils sont capables pendant le primaire. Au secondaire, tu les prends en charge entièrement. Et si ton enfant parvient à arriver à l'université, nous divisons
tu payes les frais scolaires, on paye la chambre pour lui. C'est ça, donc l'éducation, c'est la transmission des outils pour rééduquer d'autres. Exactement. C'est ça qu'il faut... Je pense que du coup, on a le mot de la fin, peut-être les mots de la fin, transmission, autonomie. Absolument. Un peu de joie quand même et d'espoir peut-être, il en faut, n'est-ce pas Beaucoup d'espoir. Et beaucoup d'espoir. Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Georges, je sais que vous repartez dès jeudi, vous êtes avec nous jusqu'à jeudi. Et dès jeudi, vous repartez en campagne, n'est-ce pas? Oui, ce sera le week-end vendredi. Donc, c'est vraiment tous les week-ends? Non, c'est de février à début décembre. Presque tous les week-ends, nous sommes quelque part. On vous souhaite beaucoup de courage. J'étais dans un village et quand je repars d'ici, je serai dans un village. Continuez Merci. tous, s'il vous plaît, à nous inspirer. Merci. Merci à tous. Merci.